La musique ayant fait donc son travail d'adoucir nos mœurs, parlons maintenant, on va dire, coopération militaire stratégie, n'est-ce pas? Au nombre de 600 soldats, aujourd'hui, le contingent de l'armée française passera à 100. À 100 dans les prochains mois. Pourquoi? Il faut se rappeler que cette décision fait partie donc de la stratégie du président français Emmanuel Macron qui vise maintenant à limiter la présence française sur le continent, à réduire au maximum. Alors donc, cette opération avait été annoncée au début de l'année. Elle commence en Côte d'Ivoire, en tout cas, à trouver action, puisque dans quelques mois, les soldats français ne seront que 100 en Côte d'Ivoire. Barry, quel commentaire cela appelle de vous? Bon, ce que je dirais, c'est que la réduction des effectifs des forces françaises en Côte d'Ivoire rentre en ligne de compte dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique de la diplomatie militaire française. Il faut noter que la Côte d'Ivoire et la France avaient signé un accord de défense au début des années 60 et historiquement, il y a eu une évolution au niveau des forces françaises en Côte d'Ivoire. Du 43e bataillon d'infanterie de marine, nous sommes passés à l'opération Licorne pendant la crise post-électorale. Ouais. Et en 2013, déjà en 2012, le président Sarkozy avait commandé le livre blanc de la défense que M. Hollande a essayé de mettre en œuvre. Dans ce livre blanc de la défense, là, je crois que la zone sahélo-sahélienne et le golfe de Guinée étaient des zones géographiques mentionnées. Et dedans, il y avait les moyens à dégager, le type de menaces et tout. Malheureusement, je ne sais pas si je vais dire malheureusement pour la France, mais il y a eu un basculement géopolitique qui a fait qu'au Sahel, avec l'opération Barkhane, Sangaris au début, Barkhane, et maintenant, on leur a demandé de quitter ces pays du Sahel-là. Donc, naturellement, il y a la guerre en Ukraine aussi qu'il faut mettre en évidence parce qu'aujourd'hui, l'Europe, à une époque, depuis 1995, je veux dire que l'armée française, les armées américaines, c'était des armées d'expéditionnaires. C'est-à-dire qu'il y a eu une réduction des effectifs. On est passé d'une armée de conscription à une armée professionnelle. Donc les effectifs et le budget de la défense ont été drastiquement réduits. Maintenant, là, ils se rendent compte qu'avec la guerre en Ukraine, la guerre de haute intensité est de retour en Europe. Ça redéfinit un peu les stratégies. Ça redéfinit complètement la politique française. Vous verrez que le budget de la défense a été augmenté. On parle même d'essayer d'élargir le panel des formations. Voilà, donc dans un premier temps, c'est ce que j'avais à dire. Il faut dire qu'au niveau de l'opération Barkhane, la France disposait donc de 5000 soldats au Sahel. Daouda, la présence française donc militaire se limite dans un contexte de paix, sans conflit. On y va, voilà, c'est des deux accords, les deux parties sont d'accord, sans qu'il n'y ait, eu des problèmes, on va dire ainsi. Non, je pense que Barry avait déjà tout dit. Je dirais qu'il y a un sentiment anti-français qui s'est soulevé depuis un certain temps dans les pays du Sahel. Mais aujourd'hui... Est-ce que ça nous concerne, nous, en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas que ça nous concerne forcément, mais une chose est certaine, je pense qu'il fut un moment en Côte d'Ivoire ici où même on avait demandé le départ des soldats français du 43e BIMA. Mais vous voyez, je veux dire, quand je regarde cette coopération qui se passe entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État français, c'est pas que la France s'élève seule et décide de façon unilatérale de dire je m'en vais, ils viennent, on discute. Ça veut dire que les forces en présence dans les différents pays peuvent partir, mais cela peut se faire sans heurts, sans propos populistes, sans propos outrageants à l'endroit de l'autre pour dire abat la France-Afrique, abat ceci. Ils peuvent partir simplement. Aujourd'hui, ils s'en vont, ils restent. Ils vont laisser 100 soldats ici qui, qu'on le veuille ou non, vont forcément aider à la lutte contre le terrorisme. Parce que ils auront en fait, cette présence va servir au niveau de la formation. Comment on appelle ça? Ils appellent ça Flintlock. J'oublie le nom. Voilà, Flintlock. Voilà. Donc, cette formation s'est faite avec les Français, les Américains, les Danois et même beaucoup de pays africains. Malheureusement, certains de nos pays frères ont décidé de se retirer de cette formation. Pourquoi? On ne sait pas, mais j'espère qu'ils reviendront à la table de discussion pour dire que tout peut se passer dans la paix. Dans la paix. Voilà, on n'a pas besoin de tout le temps crier souveraineté, 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 parce que pour ma part, j'estime qu'il n'y a pas d'État, tous les États sont interdépendants. Ils sont souverains aussi, Daouda. Non, on est tous souverains. Bien sûr. Voilà, mais on dépend de l'autre, quelque part. Voilà. Élisée Boloubeu, quel commentaire vous en faites? Le départ, donc, la réduction drastique, on va dire, des militaires français en Côte d'Ivoire.
Oui, mais je pense déjà qu'avant de chercher à savoir pourquoi une réduction drastique, il faut savoir pourquoi les soldats français étaient là, pourquoi est-ce que le contingent avait augmenté. Je pense que Barry a rappelé un peu l'historique, mais juste que quelque part, il y avait un rectificatif à faire. La force, l'opération Licorne n'a pas été mise en place à la suite de la crise post-électorale, c'est plutôt à la suite de la rébellion. Voilà, quand il y a eu les questions de rébellion, la partition du pays, que la force Licorne a augmenté de 600 soldats que constituait le BIMA, le 43e BIMA, on est passé à un effectif d'environ 5000 dans le cadre de l'opération de sécurisation et de la partition du pays. Et puis après, successivement, ça a diminué après de 2005 à 3500 jusqu'à 1000 et que récemment, on assiste à cette réduction. Mais moi, je pense que c'est en totale cohérence avec le discours du président de la République, parce que vous ne pouvez pas avoir un indice de sécurité de 1.2 qui est comparable à celui-là des capitales les plus sécurisées au monde et continuer encore d'avoir sur votre territoire des soldats d'autres pays dont la présence serait, je dirais, dans la perspective d'assurer une certaine sécurité quelque part. Si vous êtes arrivé à ce niveau de sécurité, ça veut dire donc que vous avez la totale maîtrise de la gestion de votre sécurité. Et même au niveau aussi des intérêts par rapport au terrorisme, vous pouvez assurer. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que de dire quand même que la Côte d'Ivoire, en matière en tout cas de prévention et de disposition et de dispositifs militaires, de riposte face vraiment, je veux dire, à la menace terroriste et à toute forme de sécurité, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays quand même qui est bien placé. Ça, c'est pas moi qui le dis, vous le verrez dans tous les canaux diplomatiques, on vous le révélera. Parce qu'aujourd'hui, quand même, sur cet aspect-là, les autorités ivoiriennes ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont même diversifié leurs partenaires. C'est même plus juste la France. Voilà, il y a plusieurs autres partenaires qui sont rentrés en ligne de compte. L'Israël et récemment la Chine. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais je veux dire que c'est pour moi une totale cohérence. Voilà, conformément au discours du chef de l'État, ça veut dire quelque part aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, à mon sens, a toute la capacité de prendre en main la gestion de tout son dispositif sécuritaire. Voilà, de tout son dispositif sécuritaire. C'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est à saluer. C'est ce qu'on appelle de tous nos voeux. Parce qu'aujourd'hui, un pays, je crois que les éléments de souveraineté qui doivent rassurer la population et quelque part qui doivent faire aussi la fierté de la population, c'est le fait qu'on soit en capacité, sur le plan militaire, de pouvoir réagir face à toute menace. Et je crois qu'aujourd'hui, au regard de la situation, la Côte d'Ivoire dispose de ce dispositif-là pour pouvoir faire face à toute menace. Et ça, on ne peut que saluer. Herman, est-ce qu'on avait imaginé qu'un jour, justement, l'opération militaire en France réduirait son effectif jusqu'à 100 ? Voilà pourquoi moi je veux dégager certaines raisons. Pour moi, les raisons sont multiples. Il y a d'abord des motifs, je pourrais dire endogènes, les motifs et puis des motifs exogènes. Au niveau endogène, par exemple, vous savez bien que l'opinion publique française aujourd'hui, avec la montée de la droite, on entend beaucoup plus de Français réclamer que leur gouvernement se concentre sur la politique intérieure. Sur la politique à l'intérieur. Une autre raison pour montrer l'endogénicité de ça, c'est aussi qu'on appelle là, on pourrait dire, c'était déjà d'abord prévu. Il faut le savoir. Les relations bilatérales et multilatérales, en réduisant ses forces sur le territoire, la France peut renforcer davantage sa coopération économique réorientée sur les questions culturelles, les questions d'éducation et autres, avec ces pays avec lesquels elle entame cette réduction-là. Il y a aussi, au niveau exogène, il faut aussi dire que les traités qui avaient permis la présence française sur la plupart des sols africains se retrouvaient mis en cause. Daouda a parlé d'un sentiment anti-français, mais moi je n'appelle pas ça le sentiment anti-français. Que certains États clamaient leur souveraineté là-dessus, car ces accords-là étaient mal appliqués ou bien étaient en déséquilibre par rapport aux pays avec lesquels la France contractait. Mais quand il parle de sentiment anti-français, moi je pense que ce thème, ça réduit un peu l'irresponsabilité des officiels français. C'est-à-dire c'est quoi? Qui à travers leurs médias occultent la réalité. Aujourd'hui, c'est le rejet de la politique française en Afrique. Différent du sentiment anti-français. C'est différent du sentiment, pour moi, qui est très différent du Montrez-nous la différence, Herman. Anti-français. Mais le rejet de la politique, on a parlé des accords tout à l'heure, Barry a bien dit, ces accords-là sont des accords qui caduques. C'était au début de l'indépendance, pour faire une transition entre la période coloniale et la période d'indépendance. Ces accords-là étaient forcément montraient la présence
française sur nos sols. Vous conviendrez avec moi que si on revisite l'accord de défense militaire, de la coopération militaire de 1960 avec la Côte d'Ivoire, entre la France et la Côte d'Ivoire, vous comprenez bien qu'on n'avait pas encore cette souveraineté-là au niveau de notre défense. Donc c'est le rejet de cette présence française et autres là, ce qui n'est pas un sentiment anti-français. En réalité, tout peuple aspire à maîtriser sa souveraineté aussi bien au niveau militaire que sur la question de la monnaie, du franc CFA et autres. Donc moi je pense que ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est une question peut-être d'approche, Barry. Alors on arrive au même résultat, on le disait. Hein. Certains clamant, comme Daoud l'a dit, leur souveraineté. Nous sommes des citoyens, nous avons notre indépendance et nous sommes en droit de gérer nos propres affaires, y compris notre défense. Donc on regarde de plus près les accords et on se rend compte qu'on peut se sentir biaisé. Barry, alors comment justement garder quand même, parce qu'un pays ne peut pas se développer tout seul, comment garder de bonnes relations avec des partenaires, je n'allais pas dire ancestraux, mais des partenaires séculaires quand même, et exprimer notre souveraineté, notre capacité à décider de nous-mêmes les affaires de notre pays? Moi, je pense que s'il y a un principe de souveraineté, je pense que la Côte d'Ivoire l'exerce pleinement. Le ministère de la Défense et le président de la République de Côte d'Ivoire ont quand même essayé de définir depuis 2016 une loi de programmation militaire pour essayer de renforcer l'appareil de défense ivoirien. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple, l'achat de matériel, mais un pays comme la Russie, la Côte d'Ivoire a acheté du matériel avec la Russie, les hélicoptères Mi-24 viennent de Russie. Vous voyez, et là on a un accord justement avec la Chine. Mais les forces françaises en Côte d'Ivoire, en réalité, le nom et la configuration a changé depuis 2015. Depuis 2015, ils ont réduit les effectifs. Et je pense qu'au niveau du Parlement, l'accord qui avait été signé entre le gouvernement ivoirien et le président Hollande à l'époque, les députés qui étaient membres de la commission de défense ont quand même examiné le document. Maintenant, qu'un autre État pense que la France est responsable de son insécurité, je pense que c'est lui seul qui décide. Quand, en 2013, la France est intervenue, je pense que c'était sur demande des autorités maliennes qui ont souverainement demandé aux Français de venir. Ils ont encore demandé aux Français de partir. On ne peut pas leur reprocher ça. C'est une redéfinition diplomatique. Mais je veux dire que tout pays doit définir sa doctrine diplomatique et militaire. Qu'est-ce que je fais? Avec quels moyens? Quel type d'ennemis je dois avoir en face de moi? Quel type de conflits peuvent émerger à l'horizon? Et c'est en fonction de ça qu'on construit son appareil de défense. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans une sorte de multilatéralité diplomatique sur le plan militaire, sur le plan économique. Donc, elle exerce sa souveraineté. Mais ce qui me dérangerait un peu, c'est effectivement, comme Herman l'a dit, cette histoire des sentiments anti-français. Je ne pense pas que les Africains développent un sentiment anti-français. Je pense pour moi que certains Africains, déçus des attentes vis-à-vis des opérations militaires françaises au Sahel, et avec l'avènement des militaires qui se sont définis des ennemis pour légitimer leur pouvoir, ont décidé de dénoncer les opérations militaires françaises. Sinon, quand vous partez dans tous ces pays-là, les entreprises françaises sont encore là. Personne n'essaie d'attaquer à Carrefour, je veux dire personne, même si au Sénégal, on peut dire qu'il y a certaines entreprises qui avaient été impactées, mais globalement, comment dirais-je, c'est le volet militaire. Ce n'est pas le sentiment anti-français, c'est plutôt la politique peut-être qui a été... Ça, c'est un narratif avec lequel je ne suis pas trop d'accord. Très bien, Barry. Alors, Daoud, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sans complexe, signe des accords pour des achats d'armes, pour des accords de défense avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, on a la Chine, où le ministre d'État, ministre de la Défense, a donc signé un important procédé, à une signature importante d'un contrat commercial pour l'acquisition de vecteurs militaires de dernière génération, vecteurs aériens, de dernière génération. Sans complexe, la Côte d'Ivoire signe, sans toutefois devenir l'ennemi de la France. Je suis tellement à l'aise quand je parle de cette situation parce qu'il y a tellement longtemps qu'on en parle ici pour dire que je pense que cet achat s'inscrit même dans la vision du président de l'État, du président de la République qui dit qu'on est amis de tous et ennemis de personne. Donc on n'a pas besoin de dire l'autre est mon problème. Voilà. Tu disais, du faux Boigny. On n'a pas besoin de dire que l'autre est mon problème. Parce que dès l'instant que tu commences à crier que l'autre est mon problème, mais c'est ton incapacité à régler les problèmes les plus primaires
de tes administrés que tu étales là. Mais en même temps, certains États n'ont-ils pas le droit de dire attention, au vu de notre politique, on a estimé que certains États pourraient peut-être être à la cause de notre. Mais prenons le cas de juste à côté de chez nous. La France est partie du Burkina. La France est partie du Burkina. Qu'est-ce qui a changé en matière de sécurité aujourd'hui? Quand ils sont venus, ils disaient que c'est la sécurité qui était leur problème. La France est partie. Est-ce que le problème a changé? Pas forcément. Donc, en réalité, est-ce que concrètement, c'était la France le problème? Mais moi, pour revenir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui, dernièrement, on parle de l'achat des vecteurs aériens avec la Chine. Mais il y a quelques mois, quelques semaines en arrière, c'était avec la Russie qu'on faisait des achats. Après, c'est avec Israël et autres. Pendant ce temps, la France avait des problèmes, traînait les pas. Mais on a dit clairement aux Français, ben, les gars, comme vous n'arrivez pas à régler le problème, nous, on va en Israël, on va en Russie, on va en Chine. C'est de la souveraineté. Pour dire je suis libre d'aller où je veux, j'ai pas besoin de venir comment on appelle ça, chauffer le peuple à blanc pour dire à bas la France, parce que tous ceux qui disent dans leur bouche à bas la France, à bas le colonialisme, à bas le qu'on appelle ça, ils disent quoi encore, ils ont un troisième thème qu'ils aiment utiliser, l'impérialisme. C'est fini tout ça. C'est parce que tout simplement ces États sont des incapables. C'est un peu trop fort. Mais c'est le mot. C'est un peu fort quand même. Enfin, Élisée, je ne sais pas si vous partagez l'avis de Daouda, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas donner le droit à un État de dire attention, moi j'estime que X ou Y sont mes challenges. A contrario, en Côte d'Ivoire, on se dit, bon, comme Daouda l'a bien énoncé, on n'a pas de complexe. Vous traînez les pas, on part ici, vous traînez les pas, on réagit ici, sans complexe. Mais en même temps, Élisée, est-ce qu'à une époque en Côte d'Ivoire, on pouvait avoir cette liberté d'action? Pouvions-nous l'avoir? Ok, d'accord. Moi, je suis pas, franchement, je n'étais pas dans le secret des dieux il y a longtemps et tout ça. Non, en tant qu'observateur, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Ouais. Je dis sur la base de mes analyses, de mes lectures et tout ça, je ne tirerai pas de conclusions hâtives dans ce sens, mais ce que je constate en tout cas, pour le moment, ce que je constate que mes yeux me donnent de voir, c'est que contrairement à peut-être des éléments de langage qu'on veut faire distiller, à savoir que le régime Ouattara et tout le reste seraient à la dictée de la France sur tous les aspects, mais je pense que c'est pas vrai. Vous savez, souvent, il faut prendre la peine, il faut sortir de ces clichés politico-politiciens et puis souvent aller à la source des informations. Aujourd'hui, qui sont les premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire? Je vous dis de remonter seulement 15 ans en arrière, vous verrez que ce n'était pas les mêmes. Mais aujourd'hui, donnez la liste des 5 premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas partenaires économiques, je dis partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Allons-y, Élisée. Vous verrez qu'il n'y a même pas la France dedans. Voilà, on a le Nigeria, on a la Hollande, on a la Chine, on n'a même pas la France dedans, partenaires commerciaux. Il y a une chose qui est vraie et qu'il faut reconnaître. Le président Ouattara, qu'on le veut oui ou non, a eu des amitiés très poussées avec certaines personnes qui ont occupé des hautes fonctions en France. En France, bien sûr. Notamment le président Sarkozy. On sait d'où part leur amitié depuis belle lurette. Tout à fait. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir eu des amitiés, nous tous autant que nous sommes. Nous avons eu nos amitiés qui certainement peut-être dans le futur pourraient encore revenir ou bien être sur la place. Ça, on ne peut pas le lui en vouloir. Mais je pense aujourd'hui que quand on regarde quand même l'action et les actions des autorités ivoiriennes, il y a une volonté manifeste de diversifier leurs partenaires à tous les niveaux, pas seulement sur le plan de la défense. J'ai pris tout à l'heure l'aspect économique, même si vous partez sur le plan même de l'agriculture, même si vous partez même sur le plan des statistiques, de beaucoup d'autres choses, vous verrez que aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait partie de l'un des pays qui a le maximum de partenaires dans différents domaines, dans différents secteurs. Même je vais vous prendre un exemple, par exemple, l'enseignement technique. Allez dans l'enseignement technique. Vous allez voir aujourd'hui que nos partenaires dans l'enseignement technique, ce n'est même pas la France, nos premiers partenaires dans l'enseignement technique. Nous avons le Canada, le Maroc, l'Allemagne, nous avons le Maroc, nous avons la Suisse, nous avons la Chine. Donc, il y a une réelle volonté aujourd'hui des autorités politiques de se donner le maximum d'opportunités en élargissant l'assiette des partenaires. Et ça, le dire, ce n'est pas applaudir un régime, mais c'est dire les faits. C'est une réalité. Donc, je pense que les Ivoiriens, bon, certains Ivoiriens, au lieu de la longueur de journée, faire croire que nous sommes tous à la dictée de la France, il est bien quand même d'aller à l'information, de se cultiver sur certains aspects. En plus, ce que je suis en train de dire, ce n'est même pas des choses qui sont cachées. Hein. C'est-à-dire, il suffit juste que vous allez sur Internet, vous tapez, vous allez avoir tous les résultats. Et nous tous aujourd'hui, Dieu merci, je pense que les derniers statistiques de la RTCI, on a environ 35 millions d'abonnés au téléphone, au puce. Donc, ça veut dire qu'au moins en matière d'Internet, on a environ une vingtaine de millions d'Ivoiriens comme ça. Donc, c'est pour dire qu'on a
accès aujourd'hui à l'information. Il suffit juste de chercher à aller comprendre et puis on verra. Herman, est-ce que c'est tout à l'honneur justement du gouvernement ivoirien qui a su manœuvrer pas à pas, tout doucement, stratégiquement, pour diversifier ses partenaires sans que cela puisse créer, donc gripper les relations entre notre partenaire, on va dire, historique, la France? On est tous d'accord que depuis l'arrivée du président Ouattara, notre diplomatie, la diplomatie ivoirienne est en plus bonne santé, parce qu'on comprend que ses prédécesseurs avaient quand même un gros challenge sur la question de la diplomatie. Aujourd'hui, on est quand même, je veux dire, avec tous les partenaires internationaux, il y a vraiment une certaine symbiose avec le gouvernement en place. Ça, on le sait. Je ne vais même plus revenir sur l'aspect où on estime que il faut, comment on appelle, la Côte d'Ivoire choisit bien de diversifier ses partenaires. C'est déjà une très bonne chose. Ça participe. Si on le fait bien. Ça participe à renforcer notre diplomatie. Mais moi, renforcer la sécurité des frontières, c'est bien. Mais il y a une chose, il faut trouver aussi le mécanisme pour aider à ce que tous ces partenariats au niveau militaire aussi, surtout quand on parle de vecteurs aériens, ça aide dans la protection civile. Vous voyez bien qu'à l'occasion des intempéries qu'on a vues la dernière fois, moi j'étais écœuré que le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui devait intervenir partout n'ait pas les engins volants, c'est-à-dire des hélicoptères pour pouvoir aider à secourir, à tel enseigne que sur place, des bénévoles, des jeunes et autres aidaient. C'était de façon, je veux dire, précaire, pendant que on voit que nos soldats, comme on dit souvent du feu, et maintenant on peut dire soldats de l'eau, qui travaillent, il faut leur donner les moyens. Donc j'espère que dans cette coopération, on parle de vecteurs aériens, j'imagine que ce sont des drones, des hélicoptères. Voilà. Il faut équiper ces unités-là d'intervention qu'on voit de façon pratique quand il y a ces genres de situations, de catastrophes, puissent avoir une certaine mobilité pour intervenir. Aujourd'hui, au-delà de l'intervention au sol, les sapeurs-pompiers militaires ont besoin d'engins roulants, donc, et notamment hélicoptères. Ça, c'est vraiment un plaidoyer que je fais. Merci, c'est ce que j'allais dire. C'est donc le plaidoyer d'Herman en profitant de cette acquisition. In fine, il faut peut-être encore équiper le GSPM avec les hélicoptères pour pouvoir, dans les situations de pluie... Il y a deux autres éléments que je pourrais glisser. La formation des compétences. Parce qu'on parle aussi comment on appelle de la souveraineté militaire. Pourquoi est-ce que, si ce sont des drones et autres, il y a quand même des compétences locales qui pouvaient aider à créer ces drones-là et pour qu'on puisse maîtriser et ne pas faire forcément recours à long terme. Très bien. Il faudrait qu'on puisse créer pour ne pas qu'on ait toujours se détourner, enfin aller à l'extérieur pour aller chercher les moyens pour pouvoir les payer. Alors, messieurs, 30 secondes, mais on va utiliser les 30 secondes pour un autre sujet. Pour un autre sujet aussi important parce que justement, on est toujours dans tout ce qui permet à notre pays de se développer et je voudrais vous parler d'un programme, messieurs. Vous avez été les témoins privilégiés de cette session d'analyse politique, non seulement profonde, mais aussi inspirante. Et maintenant, l'échange continue avec vous. C'est votre tour de prendre la parole. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions, vos idées et engagez-vous dans la conversation. Si cette vidéo a illuminé votre pensée, aimez-la, partagez-la avec vos amis et contribuez à construire l'Afrique de demain. Restez avec nous sur Afrique Diverse TV pour plus d'informations, d'analyses politiques et débats passionnants. Nous vous retrouverons très bientôt pour continuer à façonner ensemble l'avenir de notre continent. À très bientôt.